L'écran scintille devant moi. Une lumière bleue froide qui était la seule source d'éclairage dans cette pièce minuscule où l'air semble s'être raréfié. Je regarde ces images, encore, et honnêtement, j'ai envie de détourner le regard, mais je ne peux pas. Vous savez ce que c'est, ce sentiment morbide de fascination et d'horreur mélangée? C'est ce que je ressens en ce moment précis. Sur mon écran, ce n'est pas un film, ce n'est pas une simulation, c'est le système Delta, le réseau de surveillance ukrainien, et ce que je vois défiler, ce sont des pixels qui s'éteignent, un par un. Sauf que chaque pixel est un homme. Chaque pixel est un père, un fils, un frère. Je viens de voir un rapport qui ferait trembler n'importe quel général saint d'esprit, et je dois vous le dire droit dans les yeux. La Russie n'est pas seulement en train de perdre une guerre en Ukraine, elle est en train de commettre un suicide national en direct, sous nos yeux. Je sais ce que vous pensez, vous vous dites que c'est de la propagande, que j'exagère, que la Russie est un ours immense et indestructible. Mais les chiffres, mon Dieu, les chiffres que j'ai sous les yeux sont brutaux, ils sont impitoyables, et ils racontent une histoire de sang et de ruine qui va durer 100 ans. Imaginez un instant le bruit sourd d'une artillerie lointaine, l'odeur de la terre brûlée mélangée à celle du diesel bon marché, c'est là que nous sommes. Et dans cette boue, en un seul mois, le mois de janvier pour être précis, la Russie a perdu 31 700 soldats. Laissez ce chiffre pénétrer votre esprit une seconde. 31 700. C'est plus de 1000 hommes par jour. 1000 cercueils, 1000 familles brisées, chaque jour que Dieu fait, juste pour satisfaire l'ego d'un homme assis confortablement au Kremlin. C'est vertigineux, n'est-ce pas? On parle d'une armée qui se vide de son sang à une vitesse que personne, et je dis bien personne, n'avait anticipée. J'ai parlé à des sources, j'ai lu les rapports des services de renseignement européens et ukrainiens, et ils disent tous la même chose. Les offensives russes deviennent de plus en plus faibles, de plus en plus pathétiques, parce que ceux qui attaquent sont morts ou disparus avant même d'avoir pu apprendre à tenir leur fusil correctement. C'est une hémorragie. Le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a lâché cette bombe. Non seulement ils perdent 1000 hommes par jour, mais ils n'arrivent même plus à les remplacer. Vous vous rendez compte? La machine s'enraye. Le mythe des ressources humaines illimitées de la Russie est en train de s'effondrer devant nous. En janvier, ils ont eu un déficit de 9000 hommes sur leurs objectifs de recrutement. C'est le début de la fin pour l'armée telle qu'on la connaissait. Et pourtant, ils continuent d'avancer. Ils continuent de marcher vers les drones, vers les obus, comme des automates. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse un système à sacrifier sa propre chair avec une telle indifférence, et jusqu'à quel point peut-on ignorer la réalité avant qu'elle ne nous frappe en plein visage? Vous savez, quand on observe le pouvoir de si près, on réalise quelque chose de terrifiant sur la nature humaine et la politique. Le pouvoir, le vrai pouvoir absolu, finit par devenir une forme de cécité. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas les morts, c'est que les morts ne comptent plus comme des humains. Ils deviennent une monnaie, une devise qu'on dépense pour acheter du temps ou de l'illusion. La corruption la plus profonde n'est pas celle de l'argent, c'est celle de l'âme, celle qui vous permet de regarder une colonne de chiffres rouges sur un papier, représentant des milliers de vies éteintes, et de ne ressentir rien d'autre que l'agacement d'un comptable qui a fait une erreur de calcul. C'est là que réside le véritable danger. Quand la stratégie politique se déconnecte totalement de la valeur de la vie, le dirigeant ne gouverne plus, il consomme son propre peuple. Revenons à cette odeur de peur qui commence à s'infiltrer dans les couloirs dorés de Moscou. Je peux presque les voir, ces bureaucrates, ces cronies de Poutine, courir dans tous les sens comme des cafards surpris par la lumière. Ils savent que le chef veut de la chair à canon, et ils savent que s'ils ne livrent pas les chiffres, les fenêtres de Moscou sont très hautes, et les accidents sont vite arrivés. C'est une panique silencieuse, glaciale. Ils ont essayé l'argent, bien sûr. Le Kremlin a ouvert les vannes, proposant des sommes astronomiques pour quiconque accepterait d'aller se faire tuer en Ukraine. Mais voilà le problème, même la cupidité a ses limites. Ceux qui étaient assez désespérés pour vendre leur vie pour des roubles sont déjà morts, ils ont déjà été broyés. Le réservoir est vide. Le Financial Times le dit clairement. Le recrutement est en crise, les volontaires se font rares, et les chiffres que le gouvernement russe publie sont des mensonges éhontés. Dmitri Medvedev peut bien se pavaner et dire qu'ils ont recruté 422 000 hommes. On sait que c'est faux, on sait qu'ils raclent les fonds de tiroir. Alors, que fait un régime acculé quand les volontaires disparaissent? Il devient prédateur. Il se retourne contre ses propres citoyens les plus vulnérables. C'est là que ça devient vraiment sordide. J'ai vu des rapports sur la façon dont ils ciblent les endettés, les chômeurs chroniques, les toxicomanes. Ils utilisent la pression psychologique, l'intimidation physique, la force brute pour envoyer ces pauvres âmes au front. Imaginez être étouffé par les dettes, et soudain, des hommes en uniforme débarquent chez vous et vous offrent un choix qui n'en est pas un. La tranchée ou la prison.
Ou pire, c'est une chasse à l'homme à l'intérieur de ses propres frontières. Et quand ça ne suffit pas, ils vont chercher encore plus bas. Ils vident les prisons. En janvier 2025, on estimait que la Russie avait déjà recruté 180 000 prisonniers. Des meurtriers, des violeurs, des trafiquants de drogue. On leur met un fusil dans les mains et on leur dit « Allez-y, vous êtes libres, si vous survivez ». C'est de la folie pure. Ils importent même des combattants étrangers, dépensant des fortunes pour faire venir des hommes de n'importe où, juste pour maintenir le flux. Mais si vous bâtissez une armée sur la contrainte, le mensonge et le désespoir, que se passe-t-il le jour où la peur de l'ennemi devient moins forte que la haine de l'officier qui vous commande ? C'est une question de contrat social, n'est-ce pas ? La politique, à sa base, est une promesse. Je te donne ma loyauté, tu me donnes la sécurité et un sens à ma vie. Mais ici, nous voyons la rupture totale de ce contrat. Quand un gouvernement commence à voir sa population non pas comme des citoyens à protéger, mais comme un combustible à brûler, la légitimité s'effondre. C'est une leçon brutale sur la confiance civique. Une nation ne peut pas survivre longtemps quand elle se nourrit de ses propres enfants, quand elle utilise la vulnérabilité sociale, la dette, l'addiction, la pauvreté, comme une arme de recrutement. C'est la forme ultime de trahison. L'État devient l'ennemi du peuple, et la guerre à l'extérieur ne sert qu'à masquer la guerre interne que le pouvoir mène contre les siens. Et parlons de ceux qui sont envoyés là-bas. Je veux vous parler d'Ivan. Ce n'est pas juste un nom, c'est un symbole de cette tragédie. Ivan a raconté son histoire à un média, et franchement, ça m'a glacé le sang. Après une simple visite médicale, on lui a demandé s'il était prêt à partir le surlendemain. Sa formation ? 5 jours. 5 petits jours. Vous imaginez ? On prend un civil, on lui montre comment charger une arme pendant moins d'une semaine, on attend 5 jours de plus pour le transport, et boum, il est dans une tranchée, sous le feu des drones ukrainiens. Avant, la formation durait 6 mois, puis 3 mois. Maintenant, c'est le temps qu'il faut pour faire un levain de pain au levain. C'est criminel. Ils envoient là ces hommes à la mort sans aucune chance de survie. C'est pour ça que le taux de mortalité est si élevé. C'est pour ça qu'ils meurent par milliers. Ce ne sont pas des soldats, c'est de la viande. Et ceux qui survivent, ils désertent. Le taux de désertion explose, on parle de 70 000 soldats qui abandonnent leur poste. Ils se rendent compte que les promesses d'argent ne valent rien quand on a le corps criblé d'éclats de shrapnel. La Russie est en train de détruire sa propre capacité à fonctionner. Elle sacrifie non seulement des vies, mais des compétences. Les hommes qui meurent dans ces champs boueux ne sont pas tous des criminels. Beaucoup sont des ouvriers, des pères de famille, des gens qui auraient dû faire tourner les usines, construire les ponts, élever la prochaine génération. Les usines russes tournent déjà au ralenti, à 81% de leur capacité, parce qu'il n'y a plus personne pour travailler. Le talent, l'intelligence, la force vive du pays s'évaporent. C'est une saignée industrielle et intellectuelle. Poutine pense qu'il mène une guerre de conquête, mais en réalité, il est en train de scier la branche sur laquelle toute la nation est assise. Il échange l'avenir contre quelques kilomètres de terre brûlée dans le Donbass. Mais si l'on brûle aujourd'hui toutes les ressources de demain, si l'on sacrifie les architectes, les ingénieurs et les pères pour une victoire symbolique, que restera-t-il à célébrer quand la fumée se dissipera ? C'est là que la stratégie rencontre la tragédie. En politique, il y a une différence fondamentale entre la tactique et la vision. La tactique, c'est gagner la bataille d'aujourd'hui. La vision, c'est s'assurer qu'il y aura encore un pays demain. Ce que nous voyons ici, c'est le triomphe du court-termisme le plus pathologique. C'est une leçon pour nous tous. Méfiez-vous des leaders qui sont obsédés par le passé ou par des cartes géographiques, mais qui sont aveugles à la réalité humaine de leur présent. La véritable stratégie exige de préserver le potentiel, pas de le dépenser. Quand l'ambition d'un seul homme dévore l'avenir de millions d'autres, ce n'est plus de la politique, c'est du vandalisme historique. Maintenant, je veux que vous preniez du recul. Oubliez la boue et le sang un instant et regardons l'horizon. Regardons vers l'année 2100. C'est loin, je sais, mais c'est là que la véritable horreur se révèle. La guerre de Poutine a déclenché quelque chose qui ne pourra pas être arrêté, même si les canons se taisaient demain matin. La Russie ne s'en remettra pas avant 100 ans. C'est un siècle de solitude qui les attend. Poutine, l'homme qui a passé sa présidence à parler de la démographie, à dire que la population était hantée par le déclin, est celui qui a planté le dernier clou dans le cercueil. Les naissances ont chuté. En 2024, ils sont revenus au niveau de 1999. C'est comme si 25 ans de développement avaient été effacés. Et avec cette guerre, c'est l'apocalypse démographique. On estime que la population russe va s'effondrer pour atteindre entre 74 et 112 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Imaginez la Russie, ce géant territorial, devenu un nain démographique. Elle sera 2 fois moins peuplée que le Brésil, 1/3 de la taille du Nigeria. Les hommes qui meurent aujourd'hui, ces trentenaires qui constituent la plus grande part des victimes,
étaient censés être les pères de demain. Ils étaient censés ramener des salaires, construire des maisons, faire des enfants. Ils sont morts. Et avec eux, les enfants qu'ils n'auront jamais sont morts aussi. C'est un effet domino terrifiant. Et le pire, c'est que la Russie n'a plus son joker. À la chute de l'Union soviétique, elle pouvait compter sur le retour des Russes ethniques des anciennes républiques pour combler les vides. Cette carte, elle a été jouée. Elle n'existe plus. Aujourd'hui, les immigrants viennent d'Asie centrale, ce qui crée des tensions identitaires énormes. Ou pire, ils ne viennent plus du tout parce que l'économie russe s'effondre. C'est une spirale de la mort. Moins de gens signifie moins de travailleurs. Moins de travailleurs signifie une économie plus faible. Une économie plus faible signifie moins de naissances, et ainsi de suite. C'est mathématique, c'est inéluctable. Poutine voulait restaurer l'Empire, mais il a créé un désert. Il voulait que la Russie soit crainte et respectée, une superpuissance mondiale. Au lieu de cela, il la condamne à regarder la Chine et l'Inde s'envoler loin devant elle, tandis qu'elle s'enfonce dans l'oubli. Alors, quand le silence retombera sur les champs de bataille d'Ukraine, quand les derniers échos des canons se seront éteints, qui sera là pour ramasser les morceaux d'une nation brisée par ses propres ambitions, la confiance est la monnaie la plus précieuse d'une nation, bien plus que l'or ou le pétrole. C'est la confiance qu'un peuple place dans ses dirigeants pour protéger l'héritage commun. Ce que nous voyons ici, c'est la dilapidation de cet héritage. Un chef d'État n'est que le gardien temporaire d'une nation qui doit lui survivre. Quand ce gardien décide que son orgueil vaut plus que la survie biologique de son peuple, il commet le péché politique ultime. C'est une réflexion amère sur la responsabilité. Nous avons tous le devoir de veiller à ce que nos choix d'aujourd'hui ne condamnent pas ceux qui n'ont pas encore eu la chance de naître. La trahison du futur est la pire des corruptions. La conclusion de tout cela est d'une tristesse infinie. Je repense à ces chiffres du début. Plus de 1000 morts par jour. Pourquoi ? Pour une ligne sur une carte qui ne bouge presque plus. Les offensives russes s'épuisent, il manque de blindés, ils utilisent l'infanterie à pied pour des gains minuscules. Mikhail Kaufmann, un expert, le dit bien. Le pari de Poutine est perdu. Il pensait que l'Ukraine s'effondrerait sous la pression, mais c'est la Russie qui se fracture. Il faudra peut-être encore 2 ans et 600 000 morts de plus, juste pour prendre le reste du Donbass. Et après ? Après, il restera un pays vide. Poutine a 73 ans. Il ne verra pas la fin de ce siècle, il ne verra pas la Russie de 2100, cette Russie affaiblie, dépeuplée, économiquement ruinée qu'il a créée de toutes pièces. Il ne sera pas là pour voir les conséquences de ses actes. C'est là toute l'ironie tragique de l'histoire. Les tyrans meurent dans leur lit, souvent. Mais ce sont les peuples qui portent les cicatrices pendant des générations. Cette guerre n'est pas seulement une tragédie militaire, c'est une leçon philosophique sur la nature du pouvoir et de l'obsession. Nous voyons sous nos yeux comment l'incapacité d'un homme à accepter le changement, à accepter la perte d'influence, le pousse à détruire ce qu'il prétend aimer. La Russie voulait être grande à nouveau, mais la grandeur ne se mesure pas en kilomètres carrés conquis. Elle se mesure en prospérité, en culture, en vie. En choisissant la mort comme outil de politique, la Russie a choisi sa propre fin. Et nous, spectateurs de ce désastre, nous devons nous rappeler que les nations sont fragiles. Elles ne meurent pas toujours d'une invasion extérieure. Parfois, elles meurent parce qu'elles ont oublié que leur véritable force n'était pas dans leurs armes, mais dans leurs gens. Et quand on oublie les gens, il ne reste plus que le vent qui souffle sur des plaines vides, un avertissement silencieux pour le reste du monde.